Salut les bisounours! Aujourd'hui nous allons parler de réactivité canine. Votre chien tire, aboie, grogne, saute, tremble, bref, il surréagit en présence d'un congénère, d'un humain ou de toute autre chose, alors votre chien est probablement régulièrement qualifié de chien réactif ou de chien surréactif. En gros, ça veut dire que sa réponse comportementale est inadaptée et disproportionnée quand il est en présence d'un stimulus extérieur. C'est gênant, oui. C'est d'ailleurs une des raisons principales qui poussent les particuliers à consulter un professionnel du chien. Alors évidemment, on peut améliorer la situation, mais pas n'importe comment. Alors l'objectif de cette vidéo n'est certainement pas de se substituer à un bon comportementaliste canin, non. L'idée, c'est plutôt de vous aider à faire la part des choses entre les pratiques bienveillantes et les professionnels qui essayent de faire rentrer un rond dans un carré. En gros, ça passe ou ça casse. La première chose à comprendre quand on parle de réactivité canine, c'est qu'elle est liée à un état émotionnel trop intense que le chien n'est pas en capacité de gérer. Et généralement, cette émotion, c'est de la peur. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit cette émotion forte, elle est à l'origine d'un stress pour le chien. Alors moi, pour expliquer le mécanisme de gestion du stress, j'aime bien prendre une métaphore. Chaque individu possède à l'intérieur de lui un vase qui lui permet de contenir tout son stress. Du coup, quand l'individu est confronté à une quantité trop forte de stress, ce vase déborde et là, c'est la cata. Bref, quand un chien réactif est en présence d'un déclencheur, son vase se remplit d'une grande quantité de stress et il déborde. Alors, évidemment, d'autres choses peuvent remplir le vase de notre chien avant de rencontrer un élément déclencheur. Et c'est pourquoi le tout premier travail à faire, avant de vouloir travailler la réactivité à proprement parler, ça va être de vider le vase de notre chien au quotidien au maximum, de manière à ce qu'il y ait un maximum de place dans le vase pour pouvoir contenir le stress lié à la présence de l'élément déclencheur. Alors l'objectif de ce travail de fond est d'obtenir un apaisement généralisé avant de travailler la réactivité. On veut faire de la place dans le vase, quoi. Et c'est là qu'un comportementaliste canin, à jour dans ses connaissances, vous sera vraiment utile, puisqu'il va passer avec vous en revue la vie de votre chien et qui vous aidera à trouver tous les facteurs de stress et à les diminuer. Alors moi je vous conseille également de consulter un vétérinaire et un ostéopathe de manière à pouvoir éliminer toute cause physiologique de stress. Deuxième évidence, plus l'élément extérieur est perçu comme dangereux ou désagréable par le chien, et plus la quantité de stress qui entre dans son vase va être importante. Donc le second travail à faire, ça va être de diminuer l'intensité du stress du chien en présence du déclencheur, donc en d'autres termes, faire en sorte que le déclencheur remplisse moins le vase du chien. Et pour ce faire, moi j'applique 5 grands principes. La première clé pour diminuer la quantité de stress, c'est de jouer sur la distance. Si vous avez peur de quelque chose, plus cette chose va être proche de vous et plus votre peur va être intense. Et c'est pourquoi le travail dit en immersion est totalement à proscrire quand on parle de chien réactif. Si en regardant cette vidéo, vous espériez me voir coller ma main ou mettre mon visage à 30 cm d'un chien muselé et tenu en laisse qui essaie de m'arracher la tête, je suis désolée de vous décevoir, mais ça n'arrivera pas. Les vidéos dites de dompteurs de tigres, c'est très vendeur sur Internet, mais au-delà du fait que c'est parfaitement maltraitant, c'est totalement inefficace. Ces vidéos sont basées uniquement sur les principes de résignation et d'impuissance acquise. En gros, le chien se débat, mais comme par la force des choses, puisqu'il est tenu court et muselé, il ne peut rien faire, il finit simplement avec le temps par se résigner et abandonner. Mais qu'on soit bien d'accord, le chien n'aura rien appris de cette expérience désagréable. Et la prochaine fois qu'il va recroiser un humain, il va très probablement essayer de lui arracher un jambonneau à nouveau. Mais si on filme que ce court moment de résignation et qu'on le met sur Internet, c'est vachement vendeur. Quand un chien est en train de surréagir à quelque chose, il faut bien garder à l'esprit qu'il n'est absolument plus maître de lui-même. C'est comme si un fusible s'était déconnecté dans son cerveau. Du coup, il est absolument incapable d'apprendre quoi que ce soit ou de prendre du recul pour analyser une situation. Donc, quand il y a surréaction, c'est impossible de faire évoluer le chien. En fait, si on fait un parallèle humain, c'est un peu comme si vous aviez peur des souris, des araignées ou de quoi que ce soit d'autre, et que moi j'essayais d'effacer votre peur en vous en jetant une au visage ou en vous enfermant dans une pièce avec 50 souris ou 50 araignées. Au mieux, vous allez rester paralysé de trouille, vous n'oserez plus bouger. Au pire, j'aurais réussi à aggraver votre peur. Monter de façon directe votre chien, ses peurs, c'est aussi pertinent que d'offrir un saut à l'élastique à quelqu'un qui a le vertige. C'est donc absolument essentiel que le travail de la réactivité s'opère à une distance qui est confortable pour le chien. Alors, pour simplifier les choses, on pourrait les présenter de la manière suivante.
Autour de chaque individu se trouve une zone rouge, une zone sacrée. Quand quelque chose d'indésiré pénètre dans cette zone rouge, en fait, c'est pas soutenable pour l'individu et il va donc réagir. Pour ça, il y a 3 façons de réagir. Soit il va fuir, soit il va rester paralysé de trouille, soit il va agresser la chose indésirée pour la faire reculer. Et généralement, quand les gens se rendent compte que leur chien est réactif, c'est qu'il est plutôt en mode fight. Autour de cette zone rouge, on pourrait matérialiser une zone orange, une zone de vigilance. Quand quelque chose d'indésiré pénètre dans cette zone orange, en fait, le chien va la surveiller et se prépare à réagir. Et autour de cette zone orange, on pourrait matérialiser une zone verte, une zone d'ignorance. Quand quelque chose d'indésiré est dans la zone verte, c'est ok, c'est pas un problème pour le chien. Et du coup, le travail de la réactivité, il s'opère en zone orange, à la frontière avec la zone verte. La distance est alors suffisamment grande pour que ce soit confortable pour le chien, même s'il a conscience de la présence de la chose indésirée, et on est suffisamment proche de la zone verte pour pouvoir y retourner et faire des pauses dans le travail. Et dites-vous bien que les pauses sont essentielles. Rappelez-vous du vase. En zone orange, le chien remplit son vase, même si c'est évidemment moins fort qu'en zone rouge. Néanmoins, s'il y reste trop longtemps, le vase finira quand même par déborder, et on va perdre tout le bénéfice du travail qu'on aura effectué. En retournant en zone verte, on permet au chien de souffler et de gérer le niveau de son vase. Malheureusement, la frontière entre ces zones n'est pas toujours aisée à déterminer, d'autant qu'elles sont fluctuantes selon l'état émotionnel du chien, la longueur du travail et l'intensité des déclencheurs. Un même chien peut avoir une zone rouge de 10 mètres un jour, et puis de 50 mètres le lendemain. C'est pourquoi faire appel à un professionnel à jour dans ses connaissances, capable de lire le chien et d'avoir un œil extérieur sur la situation me semble tout à fait indiqué quand on parle de réactivité canine. La notion de trajectoire est également hyper importante quand on parle de réactivité canine. Une trajectoire droite est vécue comme une menace et un inconfort pour le chien. La notion de trajectoire s'applique évidemment au déclencheur, c'est-à-dire que s'il se dirige droit vers le chien, la probabilité de surréaction explose. Mais elle s'applique également au chien et à son conducteur. Le fait d'avancer droit vers un déclencheur est quelque chose de très inconfortable pour le chien qui aboutit généralement à une surréaction. Tandis qu'adopter une trajectoire en courbe va être beaucoup plus confortable pour le chien et surtout ça va permettre de garder un éloignement constant avec le déclencheur. D'expérience, j'ai pu observer un paquet de chiens qui arrêtaient de réagir simplement parce que le conducteur a tourné les épaules à 90 degrés et s'est éloigné perpendiculairement au déclencheur. Les chiens sont de véritables éponges émotionnelles. Ils sont extrêmement sensibles aux émotions des autres chiens, mais également aux émotions des humains qui les accompagnent. Il est dès lors essentiel que le conducteur du chien maintienne au maximum une neutralité émotionnelle. Si le conducteur du chien a peur à l'approche d'un déclencheur, il va transmettre cette peur à son chien par mécanisme de contagion émotionnelle. Tandis que si le conducteur reste neutre et calme, forcément, il va influencer en conséquence l'état émotionnel de son chien. C'est vraiment important de comprendre que la réponse comportementale de notre chien en présence d'un stimulus dépend en fait de l'émotion qu'il ressent en présence de ce stimulus. Et cette émotion, elle est elle-même strictement dépendante de la perception qu'il a de ce stimulus. En simplifiant les choses, si le stimulus est perçu comme agréable, l'émotion sera positive et donc la réponse comportementale sera adaptée. En revanche, si le stimulus est perçu comme désagréable, l'émotion sera négative et donc la réponse comportementale sera inadaptée. Les chiens apprennent donc par mécanisme associatif. En gros, si quelque chose me fait du bien, c'est quelque chose de bien et de positif. En revanche, si quelque chose me fait du mal, c'est quelque chose de mal et de négatif. On peut donc en conclure que si un chien est en surréaction face à un stimulus, il y a de très fortes probabilités pour qu'un jour il ait fait des associations négatives avec ce stimulus, ce qui a changé sa perception du stimulus et donc qui modifie sa réponse émotionnelle et comportementale. Prenons un exemple simple, mais malheureusement loin d'être rare. Mon chien tire en laisse quand il voit un congénère parce qu'il aimerait un contact. Alors moi, ce que je fais, c'est que je lui mets un à-coup sur la laisse et je lui dis un non bien ferme pour qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit. Mon chien a mal au cou et il a peur parce que je lui ai crié dessus. Si cette situation se répète, le cerveau de mon chien va associer cette peur et cette douleur à la présence d'un autre congénère. Et du coup, dans son esprit, le congénère va devenir quelque chose de négatif. Sans le vouloir, moi, j'aurais créé un chien réactif congénère. Évidemment, plus la peur et la douleur seront grandes et plus l'expérience va se marquer fortement dans le cerveau de mon chien. Et c'est pour ça que tous les outils coercitifs sont en fait des machines à créer de la réactivité.
Du coup, pour déconstruire une réactivité, il faut que progressivement l'objet de la peur de notre chien devienne non plus quelque chose de désagréable, mais quelque chose de neutre et d'inoffensif. Et ça, on peut aisément l'obtenir simplement en restant à distance pour observer et en respectant tous les signaux d'inconfort de notre chien. Alors on pourrait même faire en sorte que ce stimulus devienne quelque chose d'agréable si on arrive à l'associer à quelque chose de positif. Chez tous les êtres vivants, la nourriture est quelque chose qui est perçu comme naturellement agréable. C'est pourquoi personnellement, dans la plupart des cas, je préconise de lancer des poignées de friandises hyper appétantes au sol de manière à ce que les chiens les recherchent. Ceci dit, d'autres professionnels de valeur travaillent sans friandises, simplement en respectant le chien, et c'est tout à fait ok. Le dernier principe à respecter quand on met en place un exercice de travail de la réactivité, c'est le principe de gestion précise de la difficulté de l'exercice. Pour ce faire, quand je réfléchis à une mise en situation, j'applique toujours la règle des 4D. Durée, distance, déclencheur, diversification. Forcément, une distance plus petite, une durée plus longue, un déclencheur plus fort, ou le fait de changer d'endroit sont autant d'éléments qui augmentent la difficulté d'un exercice. Chacun de ces dés représente une difficulté à gérer pour le chien. Alors forcément, quand j'augmente la difficulté de l'un des dés, je dois nécessairement diminuer la difficulté des 3 autres de manière à rester sous le seuil de déclenchement du chien. Par exemple, si je veux augmenter la durée d'exposition au déclencheur, il faudra nécessairement que je travaille à une plus grande distance et que j'utilise un déclencheur faible. Si je veux travailler un déclencheur plus fort, 2 personnes à la place d'une seule, je vais travailler à grande distance et sur une durée d'exposition qui sera courte. Si je veux transposer mon exercice dans un autre endroit, il va falloir nécessairement reprendre tous les critères à zéro, et ainsi de suite. En conclusion, gérer la réactivité de son chien, ça va demander de la patience, du calme, de la persévérance, de l'observation, mais aussi de la planification. Je rappelle qu'avant toute autre chose, il est nécessaire de faire un bilan de la vie du chien, de manière à vider son vase au quotidien pour avoir un maximum de place pour travailler la réactivité. Quant au travail de la réactivité à proprement parler, son objectif c'est simplement de modifier la perception qu'a le chien dans certains stimulus, de manière à modifier son état émotionnel en sa présence et donc sa réponse comportementale. Et pour ce faire, 5 grands principes. Distance, trajectoire, neutralité émotionnelle, association positive et gestion précise de la difficulté. Parce que c'est pas toujours facile de tout gérer et parce qu'on a souvent besoin d'un regard extérieur et neutre quand on travaille avec notre chien, moi je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par un professionnel bienveillant. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine fois.